Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'analyse d'une carte de champ créée par une distribution de charge et on va notamment chercher, à l'aide de l'analyse des équipotentiels, à estimer le champ électrique en un point particulier de la carte. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc mettez la vidéo sur pause et cherchez l'exercice. Et une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez relancer la vidéo pour écouter la correction. Donc analysons la carte de champ. On voit que à deux endroits, depuis deux endroits, on observe une divergence des lignes de champ de E. Donc les lignes de champ divergent de ce point-ci et divergent également de ce point-ci. Or, on sait, d'après l'interprétation de l'équation de Maxwell-Gauss, on sait que le champ E diverge des charges positives. Donc on en déduit que les deux points pour lesquels il y a intersection des lignes de champ, eh bien, correspondent à un emplacement de charge positive. Donc on va avoir ici une charge positive que je note plus Q1, et ici une charge positive également que je note plus Q2. Alors, on voit que Q1 est nécessairement différent de Q2, puisque si Q1 était égal à Q2, ce plan-là serait un plan de symétrie des distributions de charges et serait donc aussi un plan de symétrie pour eux. Or là, vous voyez, ce n'est pas un plan de symétrie pour le champ électrique, pour les lignes de champ électrique, donc ça veut nécessairement dire que Q1 et Q2 sont différents. Et justement, donc on sait que Q1 et Q2 sont des charges positives, mais qui est la plus grande? Donc ça y est, on sent bien, on va dire, que quand on regarde le champ créé par cette charge-là, il semble dominer sur le champ créé par cette charge-là, de telle sorte que, en quelque sorte, les lignes de champ créées par Q2 sont repoussées, mais ça, ce n'est pas une démonstration rigoureuse. On s'attend à avoir Q1 supérieur à Q2 en analysant la carte de champ, mais ce n'est pas une démonstration. Alors comment faire? Peut-être que la manière la plus rigoureuse de le faire, c'est de considérer le point qui est le milieu du segment. Si j'appelle O1 le point auquel est placée la charge Q1 et O2 le point auquel est placée la charge Q2, appelons I le milieu du segment du segment O1-O2. Et on remarque, d'après la ligne de champ ici, qui est orientée comme ça, on remarque que le champ E, au niveau du point I, est vers la droite. Mais on sait aussi que le champ E, au niveau du point I, par application du théorème de superposition, c'est le champ E créé par la charge Q1 au niveau du point I, plus le champ E créé par la charge Q2 au niveau du point I. Ça, c'est l'application du théorème de superposition. Alors, j'ai pris justement I au milieu de O1 et O2, puisque ça va me permettre d'exprimer facilement EQ1 de I, EQ2 de I. On sait que Q1, c'est une charge ponctuelle. Donc, EQ1 au niveau de I, je connais son expression, c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 fois la distance entre I et O1 au carré. Alors cette distance-là, c'est celle-ci, et je vais l'appeler, alors on l'appelle R dans le repère sphérique de manière générale, mais ici on peut prendre un cas particulier, comme on va définir un axe EX comme ça, et puis je peux l'appeler, cette distance-là, peut-être D. Au passage, c'est la même que celle qu'on va avoir entre I et Q2. Donc, ça va être Q1 sur 4pi epsilon 0 D carré. Et normalement, ici, on écrit ER, quand on est dans le repère sphérique. Donc, si je prenais un point M quelconque, ER, ce serait le vecteur qui partirait de O1 qui serait, de direction O1 vers M, et de longueur unitaire. Donc ça, ce serait le vecteur ER en un point quelconque, mais on voit que si on se place ici, le vecteur ER, c'est un vecteur unitaire comme ça, et en fait, c'est ni plus ni moins que EX, pour le cas particulier où I est au milieu de O1, O2. De la même manière, EQ2, au niveau du point I, c'est Q2 sur 4pi epsilon 0 fois la distance entre O2 et I, qui est D également, c'est pour ça qu'on a pris le point au milieu en fait de O1, O2, fois le vecteur ER, mais attention, pas le vecteur ER associé à O1, le vecteur ER associé au repère sphérique centré sur O2. Et quand vous vous placez au point I, ce vecteur ER, il va vers la gauche. D'accord? Puisqu'il fuit O2 quand on est en I. Et ce vecteur qui va vers la gauche et qui est unitaire, c'est moins EX.
Vous voyez, attention, hein, que le repère sphérique est toujours associé à un centre du repère, donc O1 ou O2. Et vous voyez, pour un même point I, selon qu'on soit au niveau du repère sphérique centré sur O1 ou au niveau du repère sphérique centré sur O2, le vecteur ER est soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc ça, il faut être très très vigilant quand on fait des théorèmes de superposition en repère sphérique, au fait que le repère sphérique, enfin le vecteur ER dépend de l'origine du repère. Donc, une fois qu'on a été vigilant à ça, bon, on peut trouver E de I, et directement les deux s'additionnent très, très facilement. C'est Q1 moins Q2 sur 4 pi epsilon 0 d carré fois EX, et on le voit sur le schéma, hein, le champ électrique résultant au niveau du point I, il est vers la droite. Le champ électrique ici est vers la droite, donc ça veut dire qu'il est de collinaire et de même sens avec EX, ça veut dire que Q1 moins Q2 est supérieur à 0, et donc on en déduit, et là on a démontré proprement que Q1 supérieur à Q2. Et ça c'était ce qui était demandé dans la question dont on avait l'intuition au début, mais qu'on a démontré proprement. Alors maintenant, deuxième question, donc on efface un petit peu pour y voir un peu plus clair. Donc on nous dit que on a représenté des équipotentiels, donc vous voyez les contours orientés, enfin les lignes orientées, pardon, ici ce sont les lignes de champ de E, et perpendiculairement à ces lignes de champ, on a des équipotentiels en gris. Donc vous en avez une ici par exemple. Donc les équipotentiels, on rappelle, ce sont des lieux des points pour lesquels le potentiel est le même en tout point de cette surface. Donc sur une surface équipotentielle, le potentiel est constant. Et on nous dit que l'écart de potentiel entre deux équipotentiels successifs est de 1 volt. Donc ça veut dire que par exemple si ici on a un potentiel de 3 volts, et bien ici on a un potentiel de 2 volts. Et sur l'équipotentielle suivante, le potentiel est constant et vaut 1 volt. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on ne sait pas en revanche la valeur du potentiel, donc je l'enlève. C'était un exemple. Et on nous demande à partir de ça d'estimer le champ électrique au niveau d'un point A. Alors, estimer, ça veut dire donner un ordre de grandeur, donner une approximation du champ E juste à partir de l'analyse de la carte de champ. Alors, eh bien, on va, avant de faire ça, revenir un petit peu sur le lien entre le champ électrique et le potentiel. Ce qu'on sait, en électrostatique, c'est que E, c'est moins le gradient du potentiel électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginons qu'on soit dans un cadre unidimensionnel, c'est-à-dire que on ne se déplace que suivant un axe des x, alors avec ici un vecteur unitaire EX, et que le potentiel varie quand on se déplace suivant x, et donc ça je peux le représenter avec une fonction v qui dépendrait de x. Ça c'est un cas qu'on appelle un cas unidimensionnel. Et puis v de x peut varier comme ça. Imaginons alors que je cherche à estimer le champ électrique en un point x quelconque ici. Vous voyez, j'ai un point d'abscisse x quelconque, je veux connaître le champ électrique en cet endroit-là. Eh bien, j'écris E égale moins gradient de V. On sait que moins gradient de V en coordonnées cartésiennes, ça s'exprime comme moins la dérivée de V par rapport à x, moins la dérivée de V par rapport à y, et moins la dérivée de V par rapport à z, les dérivées partielles, dans le repère EX, Y, Z. Mais ici, on est dans un cas unidimensionnel où V ne dépend que de X. C'est l'hypothèse que j'ai faite. Donc en fait, ces grandeurs-là sont nulles, et le d rond V sur d rond X peut aussi s'écrire d de V sur dx, puisqu'on a une fonction d'une seule variable, EX. Autrement dit, la norme de E, ce sera la valeur absolue de dv sur dx. Qu'est-ce que c'est que dv sur dx localement? Eh bien dv, quand on se déplace autour de x, c'est une petite variation. Alors je vais juste le dessiner un tout petit peu mieux. Hop. Imaginons qu'on soit en x, qu'on se déplace un petit peu vers la droite, on arrive en x plus dx. Eh bien, le potentiel a varié d'une quantité dv. Vous voyez là, vous vous êtes déplacé de dx, et le potentiel a augmenté de dv. Et donc, ça c'est à la limite quand dx tend vers 0. En pratique, si on veut estimer la valeur de dv sur dx, on peut mesurer, si on se déplace un petit peu plus loin, pardon, on va se déplacer un petit peu plus loin par exemple, et on va mesurer la pente localement, et la pente c'est, on va prendre, on va faire varier de delta x un petit peu l'abscisse
X du point qu'on est en train d'observer, et on va regarder comment le potentiel varie. Et il va varier de delta V. Alors vous voyez que delta V et delta X en fait tendent vers dV et dx quand on passe à la limite où delta X tend vers 0. Hein. Donc ça, pourquoi je l'écris, c'est pour dire que ça peut s'approximer par la variation du potentiel sur la variation de X si delta X tend vers 0. On va approximer ça si delta X n'est pas trop grand au regard des variations de V. Que V ne varie pas de manière significative sur la distance delta X. J'insiste, au passage, cette notation-là, c'est pas le Laplacien ici, hein, c'est vraiment delta au sens de la variation. Ça n'a rien à voir avec le Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0 qu'on trouve dans l'équation de Poisson. Alors, voilà ce qui nous permet d'évaluer la norme du champ E. Il suffit de voir en fonction de quelles coordonnées le potentiel V varie, et de regarder la variation de V par rapport à la variation de X. Alors revenons maintenant sur notre graphique. On est au niveau du point A, et on s'aperçoit que le potentiel, vous voyez, si vous suivez les surfaces équipotentielles, le potentiel il varie dans cette direction-là. Puisqu'on passe d'une équipotentielle ici à une autre équipotentielle, et donc au niveau de A, si vous voulez, le potentiel varie dans cette direction-là, donc que je peux appeler, pour faire l'analogie avec ce que j'ai fait tout à l'heure, EX. Appelons cette direction-là la direction de l'axe des X, et on voit que localement, du moins autour de A, V semble dépendre uniquement de la position sur cet axe. Et donc, si je veux estimer E localement, il suffit que je vois de combien varie V par rapport à une variation X de la position du point. Eh bien, on sait par exemple qu'entre là et là, la variation de V est de 1 volt. Puisqu'on nous a dit que les équipotentiels étaient séparés de 1 volt. Et on sait qu'entre là et là, la variation de la position, on nous dit que le graphe est à l'échelle et on est environ à 1 cm de distance entre les deux équipotentiels. Autrement dit, le champ électrique, à cet endroit-là, a une norme d'environ 1 volt par centimètre, c'est-à-dire 100 volts par mètre. Alors, 10 puissance 2, je mets un dièse pour dire que ce sont des ordres de grandeur, volts par mètre. On est d'accord que c'est pas une démonstration rigoureuse de la norme du champ électrique, mais c'est une estimation du bon ordre de grandeur du champ électrique au niveau du point A. Et ça, vous devez être capable de faire ça, de dire voilà, en gros, hein, ici le potentiel a varié de 1 volt en 1 cm, on a donc un champ électrique de l'ordre du volt par centimètre. Et quelle est sa direction? Donc là on a sa norme, 100 volts par mètre, et bien sa direction, eh bien, elle est collinéaire aux lignes de champ de E, donc le champ électrique au niveau de A, il a cette allure-là. Donc voilà pour cette question, et donc pour cet exercice où on a analysé une distribution de charge un petit peu originale constituée de deux charges positives, mais de valeurs différentes.